Salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Oppo a présenté des nouvelles technologies d'écran roulables pour les smartphones de demain, et puis l'actualité Apple est brûlante aussi avec la publication des premiers tests des Mac avec le processeur ARM, le M1, mais l'actu du moment c'est aussi de l'intelligence artificielle et les bouleversements liés au coronavirus. Alors nous avons, vous l'avez compris, un superbe programme dans cet épisode, et puis pour m'accompagner, je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que les coques et les protections d'écran sont au smartphone. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Exactement, là ça évite d'avoir des écrans fissurés et d'être très malheureux. Et rayé, et cassé, et que Exactement. le smartphone s'abîme. Je me demande si j'avais pas déjà fait cette analogie, mais c'est pas grave. Guillaume, on a un nouvel avis sur Apple Podcast qui a été déposé par Juice, Jus', tu vois, c'est bon, Juice. Mon podcast tech préféré. Une poignée de podcasts tech m'accompagne chaque matin et chaque soir dans les transports en commun. Tech Café est pour moi, tiens-toi bien, le meilleur, dit-il. Les deux Guillaume ont une belle capacité à vulgariser des sujets qui pourraient paraître compliqués à saisir au premier abord. Leurs points de vue sont toujours pleins d'esprit. Et tout ceci se fait à chaque épisode dans la bonne humeur. Un grand bravo à tous les deux, ainsi qu'à vos différents invités que l'on retrouve également avec plaisir. Merci énormément à toi, Juice, et merci beaucoup à vous qui avez déposé un avis sur Apple Podcast ou sur les plateformes de podcast. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment ou jamais d'aller déclarer votre amour, déclarer votre flamme à notre attention. Et si vous voulez même aller encore plus loin, vous pouvez rejoindre notre page Patreon, patreon.com/techcafé. Vous rejoignez une communauté de plus de 200 soutiens qui bénéficient notamment du flux privé du podcast, garanti pour toujours, 100% sans la pub, et du chapitrage des émissions, et même d'infos exclusives. Je vais vous envoyer là, à vous qui nous soutenez sur Patreon, un petit message pour vous témoigner de mon changement d'installation Wi-Fi à titre perso. Ce sera un petit extrait bonus complémentaire dans le flux du podcast privé. Merci en particulier à Julien Grandjean, Vives, Nordine Cherfaoui, Vincent, David Berco et David Depix. Merci beaucoup de nous soutenir. Et puis si jamais vous en avez pas assez de Guillaume Poggiaspala et de Guillaume Vendée, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Paracult sur paracult.fr ou dans votre app de podcast. On a parlé là dans le dernier épisode de littérature et de manga avec l'Assassin Royal et le couvent des damnés. Alors moi j'ai eu l'impression, Guillaume, de mal vendre l'Assassin Royal. Je lui ai pas rendu hommage, mais il y a Nico Réagi qui a réagi, c'est le cas de le dire, sur Twitter, et il a dit qu'il en avait entendu parler à de nombreuses reprises, mais que d'avoir entendu cet épisode, ça lui avait donné envie de les commander pour Noël et de se plonger dedans. Écoute, j'ai dû réussir mon pari. J'espère en tout cas qu'on va donner envie, Guillaume, aux gens qui nous écoutent. Tu touches toujours 15%, c'est ça ? Oui, absolument. Tant que j'ai pas atteint un certain volume, c'est 15%. Et après, j'aurai même encore plus par la suite. Donc vraiment, je retrousse mes manches et j'encourage tout le monde à lire l'Assassin Royal et surtout à écouter Paracult, évidemment. Allez, les petites news à chaud, c'est bien évidemment une conférence Oppo, une présentation Oppo qui a eu lieu. Alors ils ont présenté des lunettes connectées, mais ça on va peut-être pas s'attarder dessus parce que à part un style assez moderne, assez sympa, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire sur le plan des usages. Peut-être sur quoi on peut s'intéresser un petit peu plus, c'est la caractéristique de ces écrans enroulables qui ont été présentés. Alors c'est pas un smartphone Oppo qui a été annoncé, mais c'est vraiment une technologie qui a été montrée. Donc l'idée c'est qu'on tire sur le côté pour étendre un écran et ça pourrait servir sur les smartphones de demain, Guillaume. Bah ouais, c'est un concept phone en fait, c'est le Oppo X 2021, donc c'était présenté au Tech Inno Days 2020. Et ouais, c'est un OLED, donc effectivement, qui peut s'enrouler. Donc un petit peu comme sur la télé LG qui coûte un bras et un rein, là, tu sais, je sais plus combien il coûte, mais c'était monstrueux. Oui, je me rappelle le tube qui sort et ça t'étend l'écran, ça sort du meuble, quoi. C'est exactement ça. Alors là, c'est un téléphone qui fait 6 pouces 7, à peu près normal, hein. Mais quand tu appuies sur un petit bouton, tu peux le dérouler, c'est motorisé, ça se déroule jusqu'à 7 pouces 4 et c'est continu. Donc tout ce qui est affiché s'adapte en direct. Donc si tu veux 7 pouces au lieu de 7 pouces 4, c'est tout à fait possible. C'est assez complexe comme mécanisme, hein, c'est assez cool, en tout cas pour moi. Même si bien sûr, qui dit téléphone mécaniquement compliqué, dit aussi téléphone potentiellement plus fragile. Bon, on n'est pas sur un doublement de la surface quand même, mais je trouve que le concept est très cool. Il n'y a plus de pliure au milieu, évidemment, il n'y a plus de bordure non plus forcément, comme c'est le cas sur la surface du haut. Donc c'est un téléphone qui reste fin finalement, et c'est une alternative crédible au téléphone pliant s'il coûte pas $3000, hein, genre c'est un petit peu ça le problème aussi quand même. Hein. Ouais. Donc on verra bien. Et donc t'as raison, ils ont monté aussi du nouveau en réalité augmentée, puisqu'il y a des lunettes et un framework, hein, donc qui donnera une précision centimétrique, le framework. Les lunettes, elles c'est vrai que
elles se sont quand même concentrées technologie parce qu'en gros, elles ont la même puissance qu'un Oculus Quest 2, mais pour l'AR, avec un champ de vision qui serait, j'ai vu marquer, équivalent à une TV 90 pouces. Alors moi j'aime bien quand on me dit une télé 90 pouces parce qu'on précise jamais d'où on la voit la télé 90 pouces, tu vois. C'est elle est à 1 mètre, elle est à 3 mètres, elle est où? Donc ça va rien dire du tout, mais bon. En tous les cas, j'ai quand même hâte de voir les tests de ces trucs, évidemment. 90 pouces à 3 mètres, a priori, l'équivalent à distance de 3 mètres, d'après Oppo. Donc, faudrait voir ce que ça donne. Moi, la question que je me posais sur le concept smartphone écran que tu peux étendre, il va falloir trouver un nom, parce qu'enroulable, je trouve que c'est pas vraiment un super nom. Étendable, c'est un peu moche aussi, mais bon, on trouvera ça en temps et en heure. La technologie amène forcément à ce que derrière, il y a une partie qui coulisse l'une sur l'autre. Alors, autant une charnière, tu peux plus ou moins bien l'isoler globalement. Là, je me demande vraiment comment ils vont faire pour l'isoler et que ça protège des poussières. A priori, ils ont une technologie aussi pour que l'écran déroulé garde une certaine rigidité. Bah oui, il faut appuyer avec le doigt dessus, sinon c'est un peu compliqué à l'usage. Alors, autre news à chaud avant qu'on déroule nos rubriques éditoriales de cet épisode, c'est les benchmarks des Mac sous processeur ARM, le M1, qui commence à arriver. Et alors, force est de constater que les performances semblent au rendez-vous d'après les benchmarks. Il semblerait que les applications se lancent, pas trop mal, à part quelques bugs liés au lancement de macOS Big Sur. Donc en gros, on a des performances sur un Mac qui sont supérieures à des technologies habituellement mobiles. On n'atteint pas, évidemment, des performances de cartes graphiques dignes de ce nom, Guillaume. Si, digne de ce nom, oui. Enfin, voilà, en gros, les premiers benchmarks, effectivement, alors c'est des benchmarks Geekbench que j'ai vu passer et GFX Bench du M1 qui sont sortis, et apparemment, franchement, moi, c'est ce à quoi on s'attendait, enfin, ce à quoi je m'attendais, quoi. Hein. En gros, en monocœur, donc avec un seul thread, le M1 dépasse toutes les puces Intel jusqu'au Core i9 10910. C'est impressionnant, puisqu'on a 1662 points contre 1251, c'est un excellent score. Donc ça voudrait dire qu'un Core Apple M1 est 30% plus puissant qu'un cœur Intel haut de gamme de génération 10. Et bon, c'est vrai que pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi les tests Cinebench R13, qui apparemment est déjà disponible en version native ARM, et là c'est quand même plus équilibré. Donc c'est un Cinebench, c'est du rendu d'image de synthèse, du rendu 3D. Donc on a en gros dans les 1500 points pour le M1, autant que les meilleures puces Zen 3 et Tiger Lake, donc de génération 11 chez Intel. Donc le M1 est compétitif avec le haut du panier, c'est une belle réussite pour un nouvel entrant dans la compétition comme Apple quand même. Par contre, évidemment, en multicœur, c'est autre chose, parce que le M1 donne 7500 points sur Cinebench, contre 11519 pour un AMD 5600X. Mais bon, c'est un modèle 6 cœurs, le 5600X, et il tourne à 65 watts. Donc si on regarde en termes de performance brute, évidemment, le Ryzen est devant, bien sûr. Mais pour essayer de mieux comparer, on peut se tourner vers d'autres benches, puisque j'ai trouvé d'autres benches sur overclocking.com. Et on y lit que le M1 du MacBook Air donne 900 en monocœur, et 4530 en multicœur sur le même benchmark, donc Cinebench. Alors c'est facile puisque c'est un CPU qui consomme 10 watts, donc c'est facile à se rappeler. Et bon, il se trouve que le Ryzen 7 4800 HS fait mieux, évidemment, puisqu'il fait 1230 en monocœur et 10600 en multicœur, mais c'est un 8 cœurs qui consomme 35 watts. D'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans le site, d'ailleurs, puisque, en tout cas, si c'est bien un HS et pas un H, en tout cas, le HS, il consomme 35 watts. Donc, en gros, il est 2,34 fois plus puissant, le Ryzen, et 3,5 fois plus énergivore. Donc, pour donner les mêmes performances que le M1, le Zen 3 devrait donc consommer 2,34 fois moins, donc soit dans les 15 watts. C'est bon, oui. Et donc là, on reconnaît évidemment une efficacité énergétique qui est 50% meilleure pour le M1, ce qui correspond d'ailleurs peu ou prou à l'avantage que devrait donner le 5 nanomètres par rapport au 7 nanomètres d'Intel. Donc le M1, approximativement, il est au niveau d'un Zen 3, mais en 5 nanomètres. Et donc l'écart en termes d'efficacité énergétique, forcément, il a l'avantage d'Apple pour le moment. Et bon, bien sûr, il va se réduire dans les prochains mois avec la généralisation du 5 nanomètres et ses équivalents chez Intel, probablement. J'ai pas vraiment trouvé de point de comparaison avec Tiger Lake précis, mais je soupçonne que ce soit pas très loin finalement des mêmes conclusions, ce sera précisé dans les épisodes d'avenir. En tout cas, côté GPU, c'est très bon aussi, puisque le GPU intégré du M1 est légèrement en-dessus d'une 1050 Ti. C'est quand même des cartes qui sont considérées comme entrée de gamme gamer, qui sont quand même largement au-dessus de l'IGPU moyen et des Vega. Après, c'est GFX Bench, donc c'est quand même un benchmark pour smartphone. Il faut pas trop s'enflammer, il faut peut-être attendre de voir dans les gros jeux quand même un petit peu plus complexes, on va dire. Mais bon, il y a fort à parier qu'on puisse très bien jouer à des jeux pas trop lourds en 1080p, donc par exemple Fortnite passerait très bien. Ah non, pardon, la boulette. Désolé.
Ah, fallait pas tomber là-dedans, effectivement. Écoute, très bien. Et puis dernière chose, pendant qu'on parle d'Apple, on se doit quand même de toucher un petit mot. Il semblerait, et peut-être que les gens qui s'intéressent un petit peu de loin à la tech aient vu passer des news qui montreraient que, en gros, Apple surveille de très 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 près ce qu'on fait et quelles applications on lance sur nos Mac. Limite, on se sent fliqué tout d'un coup. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est vrai que la semaine dernière, pas mal de gens ont peut-être pris conscience d'un truc. Quand vous lancez une appli sur Mac, le système le signale à Apple et envoie votre IP horodatée et un identifiant du développeur. Donc pas de l'appli elle-même, mais bon, ça suffit pour avoir une bonne idée de ce que vous faites, puisque Mozilla, par exemple, il n'y a pas non plus 36 millions de trucs que fait Mozilla. Et ça, apparemment, c'est le cas depuis macOS Catalina, et ça transite en clair, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Si vous êtes offline, ça marche juste pas, et ça dit rien, mais avec la sortie de macOS 11 Big Sur, donc, Big Sur, je sais pas comment on dit, les serveurs, probablement, les serveurs ont été sous l'eau. Donc, et ça s'est traduit par des lancements ultra longs des apps pour certains utilisateurs. Enfin, ceux dont le Mac n'a pas été briqué, parce qu'il y a certains possesseurs de vieilles machines de 6-7 ans, ils sont très très malheureux en ce moment, les pauvres, mais bon, une pensée pour eux. Donc c'est encore controversé par contre, parce que est-ce que c'est à chaque lancement, dans quelles conditions les infos sont envoyées, bon, tout ça c'est très récent. Les posts, il y a des posts de blog du 12 et du 14 novembre qui sont pas complètement d'accord. Et donc ce serait OCSP qui sera en cause, c'est pour Online Certificate Status Protocol. Et ça permet à Apple de contrôler ce que vous lancez sur votre Mac. Alors c'est pour votre bien évidemment, c'est pour pas que vous lanciez des logiciels qui sont connus comme des malwares, ou comme des apps pirates, je sais pas trop, en tout cas ça marche pareil avec des sites web. Donc bien sûr toutes ces données pourraient servir à de la télémétrie, mais Apple se défend de l'utiliser comme ça. Bon, reste que la diffusion en clair de tout ça fait un peu scandale, puisque les infos se baladent par les ISP, par les CDN, par quiconque écoute en fait, donc c'est un petit peu cavalier. Bon, jusqu'à maintenant d'ailleurs, il était possible d'éviter que macOS poucave tout à Apple avec un logiciel qui s'appelait Little Snitch. Et ça c'est vrai jusqu'à macOS Big Sur, puisque avec lequel Little Snitch n'est pas compatible. macOS 11 donc possède des parties qui bypassent d'ailleurs tout firewall et VPN que tu peux mettre en place. Alors vous me direz, ce genre de truc ça se fait déjà sur iOS ou Android, c'est vrai. Donc aux utilisateurs de voir s'ils trouvent ça ok sur un ordinateur. D'ailleurs, puisqu'on en parle, les nouveaux Mac M1 ne supportent aucune autre version antérieure à macOS 11. Donc vous avez juste pas le choix en fait avec les nouvelles machines. Alors, il est aussi fort probable que macOS devienne comme iOS, c'est-à-dire non modifiable. Moi, ça m'étonnerait pas du tout que les futures versions que dans les futures versions, il soit plus permis de désactiver des morceaux de l'OS ou de le modifier du tout en fait, et surtout pas d'ailleurs de booter sur son Mac quoi que ce soit d'autre que la version macOS en cours. Bon, c'est une mutation de la notion d'ordinateur et de contrôle sur une machine qui, il me semblait, vous appartient quand même, quelque part, qui est en marche. Moi, tu sais, je l'observe avec autant d'intérêt que d'effroi. Et c'est Pierre-Olivier Diebmann qui nous accompagne régulièrement dans Tech Café qui avait déjà décrit à quel point l'ordinateur, tel qu'on l'a connu, il commençait doucement à mourir vers cette forme de mutation. Et effectivement, c'est un arbitrage que chacun pourra faire. Et c'est un combat que certains voudront mener peut-être. Mais on va pas mener ce combat ensemble, Guillaume, dans cet épisode, en tout cas pas plus loin que ce qu'il a été mené jusque-là. On va plutôt commencer avec une rubrique intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'intelligence artificielle, Guillaume. Pour commencer, on va parler un peu d'Uber, qu'on connaît bien comme entreprise de service pour mettre à disposition des conducteurs en chair et en os, comme toi et moi, Guillaume, pour nous emmener d'un point A à un point B. Bon, en gros, c'est des taxis, en fait. Ou comme service de livraison de fast-food, parce qu'en vrai, on commande que des fast-food sur Uber Eats. Je sais pas s'il y a grand monde qui commande des plats gastronomiques sur Uber Eats. Bref, mais on les connaît aussi pour leur développement de technologies de véhicules autonomes. Forcément, ça coûterait moins cher de ne pas avoir à payer des livreurs ou des conducteurs. Et pourtant, surprise, Guillaume, Uber pourrait se séparer de sa branche technologique concernée, alors même que Honda a obtenu une certification par le gouvernement japonais permettant de vendre des véhicules avec le niveau 3 de conduite autonome. Où est-ce qu'on en est, Guillaume ? Écoute, oui, ce sont des petites news comme ça en passant. C'est vrai que c'est intéressant de voir que Uber pour l'instant, si tu veux, Uber refuse de commenter. Un porte-parole d'ailleurs d'Aurora a déclaré à The Verge que nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations, ce qui fait qu'il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais il semblerait qu'Uber serait intéressé à revendre la branche Uber Advanced Technology Group, donc Uber ATG, qui donc est cette branche qui essaie de développer depuis des années maintenant, donc une voiture autonome. Et il le revendrait à Aurora. Aurora qui a été fondée en 2017 par Chris Thompson, qui est un ancien ingénieur en chef de projet chez Google, sur les voitures autonomes aussi. Et donc, globalement, eux, ils s'intéressent au développement de technologies pour les camions, la conduite automatique.
Et c'est une start-up qui pèserait 2,5 milliards de dollars. Et bon, il n'est pas impossible que Uber ait proposé à Aurora sa branche de voiture autonome, une branche qui pèserait assez lourd aussi, mais qui pour l'instant est totalement déficitaire et qui ne semble pas faire de progrès très significatifs, en tout cas n'est pas au courant de progrès très significatifs du côté des voitures d'Uber. Donc ça pose une vraie question, c'est parce que tu sais qu'Uber, ce qui coûte le plus cher à Uber, c'est les chauffeurs en viande, hein, normalement. Évidemment. Donc les chauffeurs robots, ça aurait été une super occasion de rentabiliser tout ça, et du coup, comme ça ne se fera pas, parce que s'ils vendent Uber ATG, à moins de racheter plus tard une autre technologie, je vois pas très bien comment ils vont faire, et c'est donc un vrai souci, parce que ça veut dire qu'Uber va rester un service de VTC avec des humains, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas, mais en tous les cas, étant donné qu'Uber est lourdement déficitaire depuis toujours, là, il n'y a pas de perspective de solution technologique, quoi, hein, donc c'est un petit peu inquiétant peut-être pour Uber sur le long terme, on va dire. Du jamais vu, mais on sait qu'il y a une forme de rivalité à la fois technologique, mais il y a eu même des affaires de collaborateurs qui ont fait l'objet de procès avec Waymo. Il y a des grosses rivalités. Est-ce que finalement ça pourrait pas être aussi un arbitrage de la part d'Uber de dire allez, on arrête les frais, on va pas développer des technologies que finalement d'autres acteurs, bien que concurrents sur ces sujets-là, arrivent bien à faire avancer, et finalement on pourrait très très bien souscrire leur technologie pour développer du Uber avec des voitures autonomes, et ça nous coûterait peut-être moins cher que de développer de la recherche et développement en concurrence avec eux. Ça me semblerait pas dingue d'avoir cet arbitrage aujourd'hui sur des grandes lignes budgétaires à l'échelle de très longues années. Tu crois que c'est jouable qu'Uber puisse capitaliser sur des technologies d'autres acteurs comme Waymo par exemple de Google? Écoute, c'est possible, mais je vois pas très bien pourquoi Waymo vendrait, licensierait sa technologie à Uber, et surtout je vois pas très bien quelle serait, si Waymo a la capacité de déployer lui-même les taxis, je vois pas très bien quelle est la plus-value d'Uber, si tu veux, c'est un peu la question que je me pose. Après, oui, il pourrait très bien racheter ou louer donc une technologie à quelqu'un d'autre, ce serait pas idiot, hein. Tu vois, regarde le moteur de recherche Google, leur savoir-faire qu'ils ont développé. D'autres se sont cassés les dents pour faire des concurrents, ils y sont pas arrivés, ils ont bien souvent abandonné. Finalement, pourquoi est-ce que Google ne proposerait pas la conduite autonome auprès d'Uber, comme lui propose le moteur de recherche auprès d'Apple, en l'échange d'argent sonnant et trébuchant? Bah écoute, pourquoi pas. Encore faut-il avoir cet argent sonnant et trébuchant. Oui, c'est vrai. On n'est plus à ça près, mais quand même. Oui, t'as raison. Bon bah écoute, non mais tu as tout dit pour Honda, hein, c'est ce qui est intéressant avec Honda, c'est qu'ils veulent développer donc une voiture avec un niveau 3, et que le Japon en fait leur a donné donc un document qui leur permet de faire ça. Donc c'est la première fois, si tu veux, qu'un gouvernement autorise du niveau 3 sur la route. Après, il faut voir le niveau 3 que c'est. C'est-à-dire, pour l'instant, ils veulent fabriquer un truc qui s'appelle Traffic Jam Pilot, ce qui veut dire que c'est un pilote pour les embouteillages. C'est vrai que dans les embouteillages, c'est pas là où c'est le plus compliqué de conduire, non. Tu vois. Donc si ça commence comme ça commence doux. Bon, faut que ça commence doux, quoi. Faut que ça commence par quelque chose de toute façon. On continue notre intelligence artificielle, on va aller du côté d'Amazon, parce qu'Amazon avance et va peut-être finir par rendre plus avancé Alexa, son assistant vocal. Alors je vous fais un dessin, vous pourriez peut-être bientôt demander à Alexa, qui est invité dans la prochaine émission d'Arthur sur TF1, qu'elle vous réponde, jusque-là tout va bien, mais aussi qu'elle vous propose de vous créer un rappel lorsque l'émission sera diffusée. On commence à avoir une interaction de plus en plus naturelle, Guillaume. Oui, c'est exactement le but, bah voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, les ingénieurs veulent qu'Alexa devine tes besoins latents, des trucs que tu n'as donc pas encore exprimés, mais qui peuvent se déduire de la question ou de la requête que tu viens de donner. Alors évidemment, c'est assez compliqué, hein, puisque dans les premiers... si tu veux, c'est pas parce que tu parles de poulet que tu vois... Enfin, par exemple, c'est l'exemple qui est donné par les ingénieurs. Les premiers prototypes, disent-ils, quand tu leur demandais une recette avec du poulet, ils proposaient donc là-dessus de jouer des sons de poulet. Donc jouer des sons de poulet, c'est vrai que bon voilà, tu vois, le rapport avec la recette de poulet, elle est pas claire. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent un modèle de report de contexte, où ils sont capables de prendre en compte donc d'autres données que juste donc il y a la phrase, il y a le contexte de la phrase, et ils essaient de mettre ça en relation avec tes habitudes, avec différents modèles contextuels. Donc c'est quand même assez complexe en réalité de faire ce genre de truc, parce que voilà, effectivement, si tu te bases uniquement sur les mots-clés, oui, hein, quand tu demandes du poulet, voilà, c'est ce que tu veux, des sons de poulet, ou est-ce que tu veux des vidéos de poulet? Non, je veux pas des vidéos de poulet sur ma télé. Donc c'est quand même intéressant. Alors pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais, hein, aux États-Unis.
Et d'ailleurs, ça va être, c'est une des fonctions qui va être propulsée désormais par des puces Amazon, puisque ça y est, Amazon s'y met aussi. Ils viennent de migrer tout le boulot d'inférence de deep learning, c'est-à-dire l'utilisation d'un modèle, pas son entraînement, l'utilisation d'un modèle, vers des instances qui sont équipées de puces ASIC propriétaires, comme les Tensor Core chez Google, par exemple. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Nvidia, puisqu'Nvidia équipait les Amazon en GPU auparavant, c'était fait là-dessus. Et donc par rapport à cette solution, donc c'est des instances qui s'appellent les Inf1, donc Inf1, qui utilisent donc des Neuron Core, qui sont 30% moins chers, et améliorent la latence des requêtes Alexa de 25%. Donc utilisé donc en premier lieu par Amazon lui-même avec Alexa, c'est des instances qui sont aussi disponibles pour le grand public, donc c'est compatible TensorFlow, PyTorch et MXNet. J'ai entendu un jour, Guillaume, quelqu'un dire avant de mettre de l'intelligence artificielle, il faudrait de l'intelligence tout court. Alors est-ce que cet adage pourrait s'appliquer à Facebook? Bon, écoute, derrière la blague, on va se pencher en tout cas sur les évolutions proposées par le réseau social pour la modération. On sait que l'IA est pas forcément la solution pour décider de la suite à donner à un contenu à modérer, on l'a déjà dit, mais Facebook voudrait plutôt désormais confier à un algorithme la priorisation des contenus qui nécessitent d'être vérifiés, Guillaume? Ouais, c'est les temps difficiles pour Facebook et ses modérateurs, bon, c'est pas la première fois, mais là plus, si, quand même, un peu plus. Donc jusqu'ici, les posts signalés étaient envoyés dans une queue et traités de manière plus ou moins chronologique. Donc les flags des utilisateurs étaient prioritaires par rapport à ceux de la machine. Désormais, il y a aussi d'autres algos qui vont être mis en contribution pour gérer aussi la priorité avec lesquelles doivent être traitées les demandes, alors aussi bien venant des utilisateurs que des autres IA. Les critères seront la viralité, le degré de gravité, si c'est relié au terrorisme, à la pédophilie, au suicide, voilà, ce genre de trucs. Et donc ça veut dire que les spams seront traités moins vite parce qu'ils ne représentent pas des menaces immédiates. Donc encore plus d'algos qui vont venir en aide aux modérateurs, les pauvres, qui sont toujours nécessaires, même si Facebook utilise des modèles sophistiqués quand même pour détecter automatiquement les problèmes, mais même prenant en compte le post de manière holistique, comme ils disent, ça reste quand même très compliqué. Alors évidemment, la modération à grande échelle sur les réseaux sociaux, c'est un défi qui est extrêmement complexe. Et puis là, entre les élections, entre la pandémie, faire le ménage, c'est plus que jamais nécessaire et compliqué. Effectivement, c'est 15 000 personnes qui sont chargées de modérer ce qui est échangé sur le réseau social, qui pourraient être aidées par des évolutions technologiques. C'est tout le bien qu'on leur souhaite. Comment s'appelait ce documentaire que j'avais regardé et dont on avait un petit peu parlé? Je me rappelle plus du titre du documentaire où on suivait comme ça des personnes qui étaient chargées de modérer les contenus. C'est vraiment effrayant. Dernier coup de lumière en matière d'intelligence artificielle avec ce qui se passe dans, on va dire, la supply chain chinoise en ce moment. Alors que les pays occidentaux sont de plus en plus confinés, la Chine, elle, a consommé. Ça a engendré une demande massive de la part des géants du e-commerce local, mais cette demande, c'est pas ce qui leur a posé le plus de problèmes, en fait. Le principal souci, a priori, ça a été que les algorithmes qui aident les plateformes à anticiper la demande ont été pas mal chamboulés. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume? Disons que là arrive le Single Day, donc en Chine, et le Single Day, c'est le jour des célibataires, et c'est un jour de consommation monumentale dans le pays. Et donc pour faire face à cette demande monstrueuse, en général, Alibaba se repose sur des algorithmes qui prévoient, qui anticipent en fait le comportement des consommateurs et qui donc, sur toute la chaîne logistique, anticipent aussi donc les livraisons, les stocks, etc., etc. Et ça, normalement, ça se fait grâce à des algorithmes qui ont appris les comportements sur les années précédentes, sauf qu'évidemment, cette année, tout change. Il n'y a absolument rien qui se passe comme d'habitude. Et justement, la pandémie, c'est un truc qui a bien montré que les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on avait, qui donc déduisent le futur par rapport au passé, sont complètement perdus quand il y a un truc nouveau qui arrive. Comme nous. Alors, nous aussi, on est complètement perdus, en fait. Et du coup, ça les a poussés à changer leurs algorithmes pour avoir des choses qui non seulement tenaient compte donc de l'histoire des comportements, mais aussi de plein d'autres facteurs qui sont à beaucoup plus court terme, y compris d'ailleurs les sentiments des gens sur les réseaux sociaux, y compris l'actu. Enfin, c'est vraiment un changement assez profond dans la manière d'envisager les trucs. Et donc, ils se sont préparés à ce Single Day avec ce truc-là. Et finalement, la pandémie, ça a été une remise en question aussi des algorithmes d'intelligence artificielle. Et curieusement, oui, ça les a aidés, comme quoi. Tu sais, c'est passé, le Single Day. Tu sais quel jour c'est précisément? Ah, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. C'était quel jour? C'est le
11 novembre, mais parce que ça fait 1-1-1-1. Je trouve ça génial. Excellent. Exactement. Bon, quelle dure période. On a déjà décrit, tu avais déjà décrit dans un ancien épisode à quel point on vivait en ce moment un signe noir, quelque chose qui était massif avec des forts impacts, des forts bouleversements et qui était par définition imprévisible. Ben justement, on va s'attacher encore une fois dans cet épisode à quelques conséquences directes de ce signe noir qu'on vit en ce moment, notamment sous l'angle du coronavirus, mais globalement de cette année 2020. Je pense qu'on peut dire, Guillaume, que l'année 2020 était un signe noir. On va donc regarder ça ensemble. Tu voulais relayer un rapport établi par des chercheurs allemands qui ont une proposition, alors qui m'a surpris, moi, taxer ceux qui télétravaillent en disant que ça coûte moins cher de télétravailler et au profit de ceux qui ont des salaires plus faibles et qui n'ont pas cette possibilité de télétravailler. Hyper étrange cette proposition, de quoi s'agit-il ? Ben oui, écoute, le monde change, hein. Alors comme d'habitude, hein, parce qu'il changeait déjà vite jusqu'en 2019. Bah sinon, en fait, je pense que ça n'existerait pas d'ailleurs. Imagine tes cafés au Moyen-Âge, tu sais, un truc comme ça. Oula. Encore un épisode sur la charrue. Oh non, c'est trop ringard, quoi. Parlons de la catapulte. Il pourrait prendre de la brouette au moins, quand même. Bon, je m'égare complètement. Oui, donc le monde changeait vite déjà, et le coronavirus, donc comme ça j'évite le problème de la Covid. Le coronavirus donc accélère encore les choses. Je fais pareil. Ou voilà, ou les infléchit en tout cas dans une direction inattendue. Et donc le monde du travail, ben, c'est pas le dernier concerné. Désolé, par ces changements. Et ça, donc évidemment, ça devient plus répandu que jamais. Et les économistes commencent à plancher sur des changements structurels, en fait, que ça pourrait amener sur ces changements structurels et aux conséquences économiques et aux mesures qu'il faudrait prendre. Alors, c'est là que la Deutsche Bank commence assez fort, hein, puisque son raisonnement est le suivant. Vous êtes en télétravail, donc vous consommez pas en ville. Vous prenez pas les transports, vous pouvez habiter dans les endroits où l'immobilier est moins cher, donc vous faites des économies. Vous gagnez de l'argent sur le manque à gagner des commerçants, des opérateurs de transport, et surtout vous avez un avantage par rapport à quelqu'un qui ne peut pas matériellement télétravailler. D'où l'idée de mettre en place une taxe sur le télétravail, hein, de autour de 5% par jour télétravaillé. C'est une cotisation qui reviendrait entre 7 à 8 euros pour un Allemand en moyenne, disons, par jour où tu restes chez toi. Alors bien sûr, ce sera à la charge de l'employeur si celui-ci ne fournit pas de locaux, puisque tu es obligé de télétravailler, et ça serait plafonné pour les faibles revenus, mais dans l'ensemble, c'est l'idée, quoi. Donc les fonds récoltés serviront à augmenter les salaires des travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, et qui au passage sont souvent les plus exposés au Covid d'ailleurs, hein. Soyons clairs, c'est une idée qui va pas avoir que des partisans, hein. J'aime bien quand, oui. Je pense que la manière que tu as d'analyser les choses est pour le moins exacte. Ouais. Oui, d'ailleurs, même moi, je m'interroge, parce que quand même le télétravail, ça peut permettre de réduire l'empreinte carbone, hein. Il y a quand même moins de transport, oui. Moins de voitures. Les entreprises doivent chauffer, climatiser moins de locaux. Donc voilà, une taxe risque de décourager une pratique qui est quand même bonne pour l'environnement et qui pourrait dynamiser un petit peu autre chose que les grands centres urbains, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un mal qu'on se casse un peu, enfin qu'on casse un petit peu les dynamiques de concentration sur les territoires comme ça, bon. Après, c'est vrai qu'il y a une véritable injustice envers les travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, et qui sont souvent conjointement d'ailleurs pas très bien payés en plus. Mais est-ce que c'est aux autres travailleurs de payer pour eux ? Le problème est antérieur au Covid en réalité, hein. Il y a des gens qui sont pas rémunérés comme ils devraient, pas considérés comme ils le devraient, mais ça n'a rien à voir avec le télétravail ou le virus. C'est une injustice ancienne, ça, hein, qui simplement a été mise en lumière beaucoup plus qu'auparavant, c'est tout. Donc mettre une taxe sur les télétravailleurs, sous-entendu comme si c'était leur faute, ça me paraît un petit peu fort. Surtout, bon, tu vas me dire ce que t'en penses, mais la plupart des gens ne considèrent pas que le télétravail soit un privilège. Comme c'est écrit dans le rapport, tu vois, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. On n'est pas forcément aussi bien équipé ou aussi tranquille chez soi, n'est-ce pas, hein, les papas ? Donc, et l'isolement, les papas et mamans, là, c'est pas évident, hein. Donc, l'isolement social et géographique est pas non plus forcément bien vécu par tout le monde. Donc, payer une taxe dessus, enfin, en tout cas, faire accepter une taxe là-dessus, bon courage. Ouais, c'est sûr que télétravailler, quand t'as pas tes enfants chez toi, ça se passe bien. Honnêtement, il y a une forme de confort. C'est pas tout rose, mais c'est quand même plus jouable en tout cas quand tu n'as pas tes enfants. Mais effectivement, cette vision un peu manichéenne de dire tu télétravailles, tu as de la chance, donc c'est une forme de privilège. Je trouve que c'est aussi réducteur quelque part que de considérer un travail physique, un travail intellectuel. Bon, oui, il y a des éléments effectivement qui sont de l'ordre du privilège, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme tel dans une analyse financière ? Franchement, je suis pas certain. Bon, écoute, en tout cas, on va s'intéresser à la lutte sur le front de ce fameux coronavirus, avec peut-être l'espoir de
sortir de cette crise qui passera par un vaccin. Et à force qu'on se dise que ça prendra du temps, parce qu'on se disait ça déjà en avril, si tu te rappelles bien, voire même avant, et au fur et à mesure que le temps passe, forcément, le vaccin devrait tôt ou tard arriver. On entend potentiellement une arrivée, dans le meilleur des cas, en janvier 2021, de ce que j'arrive à suivre, moi de mon côté en tout cas. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on n'en sait rien. Et ce qu'on sait en revanche, c'est que Pfizer et BioNTech ont annoncé tous les deux que leur vaccin était efficace à 90%, et même que le vaccin Moderna, c'est plus récent, serait efficace à 94,5%. Bon, tout ça, c'est sans aucune étude publiée, donc forcément, ça laisse songeur. Moderna, en tout cas, peut être le vaccin Moderna, il peut être conservé dans ton frigo, Guillaume, contrairement aux vaccins concurrents qui doivent être, eux, congelés à moins 70 degrés. Rien que ça, il faut un gros congélo. Où on en est justement sur la recherche des vaccins, Guillaume? Écoute, c'est quand même des bonnes nouvelles tout ça, les vaccins arrivent oui. Pour l'année prochaine, même si ça nous aura paru très long. Ça aura été les vaccins les plus rapides de l'histoire, sans doute. Une grosse année entre l'apparition d'une nouvelle maladie, totalement nouvelle, et des vaccins efficaces. C'est quand même du jamais vu. Et c'est de la tech aussi, mais c'est de la biotech, mais c'est quand même de la tech, parce que les vaccins Moderna et BioNTech, Pfizer, mais aussi Inovio, CureVac, Johnson & Johnson, l'Imperial College, etc., c'est des vaccins qui sont des innovations en la matière. Ce sont des vaccins génétiques. Les premiers vaccins génétiques. Alors attention, ça ne veut pas dire du tout qu'ils modifient votre génome. Absolument pas. C'est juste qu'ils utilisent un outil génétique qui s'appelle de l'ARN, c'est l'ARN messager. Donc, parce que pour faire un vaccin, il faut montrer un truc à votre système immunitaire qui permette de reconnaître la maladie, mais qui soit inoffensif. Parce que sinon, ça consiste juste à tomber malade, et ça, c'est pas très difficile. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a des pathogènes inactivés, handicapés en quelque sorte, et incapables de se reproduire, ou simplement des morceaux. Voilà, c'est imaginer que vous deviez mettre en garde tout un village contre une attaque de barbares. Bon, il faut montrer aux villageois à quoi ressemble un barbare. Et bon, vous n'allez pas lâcher un vrai barbare sur les gens, quoi, tu vois, c'est un petit peu dangereux. Mais ce que tu peux faire, c'est couper la tête d'un barbare et lui faire circuler sa tête. La tête de barbare, elle lui fera rien. Donc voilà, ça leur fera pas de mal. Mais dès qu'ils verront une galouche qui ressemble à la tête qu'ils ont vue, hop, ils prennent les fourches et voilà. Donc avant de me perdre complètement dans ma métaphore, revenons au coronavirus. L'idée, c'est quoi? C'est que on connaît bien quand même désormais la structure du virus lui-même ainsi que son génome. On sait qu'il utilise des protéines spéciales pour entrer dans ces cellules. On sait parfaitement quel est leur code génétique. Alors le plus simple, c'est de compter sur les cellules du patient. Donc c'est bientôt Noël, alors on va impacter le code génétique de la protéine Spike sous forme d'ARN messager avec quelques séquences pour le protéger, et puis pour booster un petit peu sa réplication, le tout dans une petite bulle de gras, et puis ce paquet va être ingéré par les cellules, alors évidemment il va vous être injecté, et puis bon, il va se balader dans votre système, il va être ingéré par certaines cellules qui vont donc recevoir le message en ARN, et se mettre à produire elles-mêmes la protéine Spike. Donc elles ne produisent pas de virus, juste la protéine, qui toute seule ne peut rien faire du tout, sauf que les protéines Spike vont tout de même être détectées par le système immunitaire, qui va fabriquer des anticorps, et voilà, qui va développer une réponse immunitaire, et cette réponse immunitaire va in fine empêcher le virus de rentrer dans les cellules si le vrai virus arrive. Alors il n'y a pas d'inquiétude, les petits paquets d'ARN qui sont injectés ont une durée de vie qui est très faible, ils seront pris en charge uniquement par le cytoplasme, donc c'est-à-dire l'intérieur, le bain intérieur de l'espèce de soupe comme ça qu'il y a dans chacune des cellules. Et ils ne vont pas rentrer dans le noyau, jamais, ils interfèrent absolument pas avec l'ADN. Les protéines Spike qui vont être produites, après elles seront dégagées comme des poubelles, parce que c'est des poubelles, et après avoir fait leur effet immunogène, elles seront dégagées. Donc ça, c'est relativement simple à produire. Produire des doses de vaccins qui contiennent que des séquences ARN dans des bulles de gras, c'est relativement facile avec les technologies actuelles, et c'est pas très cher. Donc c'est quand même un gros avantage. C'est un vaccin qui est très pur, qui n'a pas d'adjuvant, et qui a aucun élément du pathogène en fait. Donc il y a des vaccins ARN messagers qui étaient déjà en phase de recherche, très avancés en fait, sur Ebola, sur le MERS, sur Zika, et ça c'est avant même que le coronavirus arrive, ça explique justement que ce soit les premiers sur les rangs. Ça veut dire aussi que c'est une technologie nouvelle, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de recul dessus non plus. Bon, il y a un autre gros problème, ça, que tu l'as annoncé, ce serait la fragilité de l'ensemble, puisque la conservation requiert de gros frigos en moins 80, ça se trouve pas partout, il y a peut-être un partenariat avec Picard possible, je sais pas, j'espère. En tout cas, les premiers vaccins Covid-19 seront sans doute aussi les premiers vaccins ARN à grande échelle, et si ça marche bien, à moins de gros soucis, évidemment je croise les doigts pour qu'on évite ces gros soucis-là, ce sera certainement pas les derniers en fait, ils pourraient permettre de faire des vaccins pour plein d'autres choses, simplement, parce que maintenant,
Créer une séquence d'ARN perso, ça se fait en quelques heures sur un ordinateur. C'est tout simple. Donc il est envisageable d'utiliser cette méthode pour faire plein de vaccins assez faciles et assez vite. Tout pathogène séquencé et dont on connaît un peu la biologie, pour avoir un vaccin relativement rapide. Donc les vaccins génétiques étaient vus comme les vaccins du futur, ben voilà, avec le Covid-19, la Covid-19, bref, avec ce virus, ça pourrait bien être maintenant. Enfin, l'an prochain, disons. Bon, ça arrivera vite en tout cas. Il n'y a pas que le coronavirus en plus qui aura fait de cette année 2020 un enfer, mais il y aura eu aussi beaucoup de désinformation, surtout dans un contexte d'élection présidentielle américaine avec comme président sortant peut-être le pire président de l'histoire des États-Unis. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, on a parlé des enjeux de cette élection pour le monde de la tech, mais on peut désormais se pencher sur l'après-élection, on peut commencer à le faire en tout cas. On aurait pu imaginer bien pire, mais elle n'est pas totalement sereine non plus, Guillaume. Ouais, l'infox, c'est toujours un gros sujet. D'ailleurs, si j'ai autant insisté sur le fait que le vaccin génétique ne va pas modifier ton ADN, c'est qu'inévitablement, nouveau vaccin, nouvelle tech égale nouveau déversement de conneries absurdes sur les réseaux. Et bien sûr, on voit passer des théories qui disent que Bill Gates implante des micropuces dans ses vaccins pour nous contrôler tous. Bon, petit tip, même s'il voulait, ça n'a aucun sens technologiquement. D'ailleurs, une puce, ça veut dire quoi? Elle fait quoi? Bon, voilà. C'est pourquoi se donner tant de mal quand de toute façon tout le nécessaire et toute ta vie est déjà sur ton téléphone mobile? Bon, enfin bref, de toute façon. Passons aussi sur... Je te proposerais presque qu'on fasse un financement participatif pour un documentaire. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, non, écoute, non, on va passer aussi sur Hold Up, hein. C'est pas possible. Non, parce que ce film n'a aucun intérêt, franchement, Hold Up, c'est toujours la même merde, quoi. Tu sais, c'est toujours ces films qui te disent, voilà, on est des cons. On est des moutons crédules. Voilà, le Covid, c'est pas ce qu'on croit, c'est même pas ce qu'on voit autour de nous, tu vois. Non, ce qu'on peut constater nous-mêmes directement. Elle est morte dans notre entourage proche ou moins proche. Les gens qui souffrent pendant des mois, non, tout ça, c'est rien. On n'a rien compris, nous, on est des idiots. Tu vois, mais heureusement, le gars du film, il va nous expliquer la vérité, qu'on est trop con pour comprendre tout seul. Tout ça, c'est un complot, tu vois, c'est eux qui veulent faire un great reset ou je sais pas quoi. Eux, ils ont compris. Eux, parce qu'eux, ils réfléchissent, tu comprends. Parce que nous, non. Nous, on est trop des bœufs. Ça, c'est pour ça. 99% sont des gens sont des abrutis qui réfléchissent pas par eux-mêmes, c'est bien connu. Mais ça, eux, ils réfléchissent par eux-mêmes. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, ils réfléchissent par eux-mêmes, il ferait mieux de se détendre et de laisser faire ceux qui sont mieux équipés. Mais bon, si d'aventure vous voulez du debunking, de toute façon, pratiquement toute la presse française, elle a déjà fait beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Ouais. Par contre, ce film, c'est vrai qu'entre autres, il nous amène à des questions assez profondes sur les plateformes et sur l'avenir d'Internet, en fait, dans son ensemble, puisque nous vivons des temps troublés, que ce soit à cause du virus ou à cause du climat social et politique, dans plein de pays, pas qu'aux États-Unis. Et les plateformes de réseaux sociaux sont obligées de revoir d'ailleurs, on le voit, leur credo d'origine, qui était de laisser la liberté d'expression reine et de modérer au minimum. Bon ben voilà, YouTube se fait taper sur les doigts encore aujourd'hui pour laisser les vidéos de la catégorie Stop the Steal, qui ont été débunkées par tout le monde, y compris la CISA. La CISA, c'est la Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Et oui. Magnifique, encore une fois. Merci. Et donc Facebook et Twitter ont été obligés de restreindre un minimum aussi les débordements de POTUS, de Donald POTUS. Donc ils ont aussi été obligés de couper leur publicité politique, sine die d'ailleurs, dans l'ambiance actuelle qui est un petit peu tendue. Pourtant, les réseaux sociaux, bien que modérés dans leur modération, sont quand même pointés du doigt par nombre de conservateurs qui appellent à changer de crèmerie. Donc c'est que les plateformes sont sur le fil du rasoir, de mieux en mieux aiguisé ce rasoir, entre encourager la créativité, la pluralité des points de vue, et entretenir, voire permettre l'existence de contenus très problématiques. C'est non seulement Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, tout ça, mais c'est aussi Ulule, Vimeo, Tipeee qui sont concernés. Comme d'autres, Hold Up n'aurait pas pu voir le jour. Bon, d'ailleurs, n'aurait pas dû voir le jour, c'est un gaspillage d'argent, vu la qualité du truc. Et ça, mais d'ailleurs, il enfreint les règles de Ulule. Mais les créateurs sont malins. Ils commencent doux, ils changent progressivement de ligne en cours de projet, et c'est comme ça qu'involontairement, Ulule finance et touche de l'argent sur des projets qui peuvent tuer des gens. Puisque oui, ne pas mettre de masque en famille, c'est jouer avec la vie de papy. Mais bon, c'est vous de voir. Bernet, Ulule va d'ailleurs reverser ce qu'il a touché à une association de défense de l'information. Donc voilà, précisons que Ulule ne va pas garder cet argent. Mais bon, c'est que dans un proche avenir, avec les alternatives de l'info, il va y avoir... c'est bien de donner cet argent à une association de défense de l'information, parce que l'info, elle va avoir de plus en plus besoin de garde du corps très solide. Je pense qu'il faudra même une sorte de Kevin Costner de l'information, pour faire référence à un film beaucoup trop vieux. Au sujet d'Hold Up, Guillaume,
J'arrête pas de me dire, moi, de mon côté, que c'est malheureusement la partie immergée de l'iceberg. En cela, on pourrait les prendre comme ennemis, tu vois, ces documentaires, ou les acteurs qui sont derrière, ou les personnes qui ont financé 5000 contributeurs, budget de 182 970 € très exactement, apporté par ces 5000 contributeurs sur Ulule. On pourrait considérer ça comme un ennemi de l'information, comme la source de la désinformation. Mais je pense qu'en fait, c'est un agrégat de tout ce qu'on entend. Moi, ça fait des semaines que j'avais déjà entendu, je l'ai dit sur Twitter, un collègue qui me disait, t'as vu en Suède, Guillaume, ils sont pas confinés comme nous, et regarde, leur courbe, elle est bien meilleure que la nôtre. Bon, et en fait, quand on creuse, on voit la réalité, et on peut mettre les choses en perspective, comme ça a été fait dans les articles de débunkage du documentaire. Mais je n'arrête pas de me dire, moi, que finalement, c'est pas forcément non plus un ennemi tant que ça. Je pense que quelque part, c'est une possibilité, c'est une opportunité de mise en lumière de tout ce qui se trame dans les discussions devant les machines à la café, dans les bars, enfin non plus en ce moment dans les bars, mais dans la rue et dans les chaumières, quoi. Donc on peut pas le prendre comme un élément positif parce que c'est quand même une mise en avant très forte de la désinformation. C'est pas un élément non plus pour moi négatif, ou en tout cas faut pas le diaboliser. Et je pense qu'il faut surtout continuer à redoubler d'efforts dans la pédagogie. Surtout, dernière chose, quand je vois à quel point les sites sont en train de basculer dans des modèles pleinement payant. Quand je regardais ce week-end la homepage du Monde, lemonde.fr, tu défiles la homepage et tu te rends compte qu'il y a une immense majorité des articles, parfois il y a des rubriques, il y a que des articles payants, enfin qui sont derrière un paywall. L'enjeu de l'information, il est là aussi, je pense, c'est que l'information, ça devient quelque chose de coûteux, et l'information de qualité devient probablement de plus en plus chère ou de moins en moins accessible. Je regardais naïvement tout à l'heure, tu disais POTUS, Guillaume, je savais pas si sur Twitter le compte Twitter POTUS avait changé. Évidemment, il y a toujours POTUS président Trump qui est actif. Évidemment, il a pas cédé un compte Twitter à Joe Biden, tu m'étonnes. Est-ce qu'on a fait le tour de cette analyse de l'année 2020, Guillaume? Il y avait des choses que tu voulais souligner encore? Mais non, écoute, parce que le changement, enfin, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le paysage Internet, symbolique pour l'instant, mais potentiellement durable et transformatif. Et en fait, il y en a deux types selon moi. Il y a un classique et un qui est technologique. Donc deux changements. Donc côté classique, côté changement classique, c'est simplement des plateformes alternatives qui font le plein de nouveaux utilisateurs. Donc il y a Parler, nouveau Twitter, MeWe, nouveau Facebook, Rumble, nouveau YouTube, Gab, nouveau 4chan, je sais pas. Enfin bon, tous les cas pour certaines personnes. Et en fait, elles veulent faire pareil que leur modèle, mais sans biais gauchiste. Oui, c'est important pour eux. Bon, laisse tomber. Liberté d'expression parfaite, sans pub, sans ciblage, sans algo de recommandation, qui t'enferme dans une bulle. Donc ces réseaux existaient avant, ils sont juste vus comme des refuges aux conservateurs qui s'estiment maltraités par Twitter & Co. Donc Parler a enregistré 3 millions d'utilisateurs supplémentaires depuis l'élection, par exemple, et MeWe 218 000. Donc ces réseaux sont à très forte majorité conservatrice. D'ailleurs, ils sont pas mal financés par des conservateurs, comme la famille Mercer, et leur credo, c'est une modération minimale. Bon, c'est déjà inquiétant, Parler est beaucoup plus mainstream que Gab, ou 8chan. D'ailleurs, Parler vient du français parler, mais évidemment, il le prononce Parler. Oui, voilà. Mais par contre, les posts sont appelés des perlies, donc des perlés. Bon, on s'en fout. Les petits franchises, les baguettes, c'est mignon. C'est un peu l'idée. Donc Parler et ses copains vont devenir en fait des grosses bulles filtrantes géantes pour peut-être plus de gens qu'auparavant. D'ailleurs, c'est un souci, puisque QAnon se retrouve déjà sur MeWe, et ces plateformes ont un certain succès en France aussi. Cela dit, rien ne change fondamentalement. Quoi qu'elles disent, elles n'existent pas dans le vide. Elles ne veulent pas de pub, pas de ciblage. Très bien, je suis d'accord, mais comment se financer ? Parce qu'elles grossissent, elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de matos, elles ont besoin d'ingénieurs. L'excellence du service qui est proposé par les GAFA, elle vient pas du ciel. Donc on verra comment elles vont s'y prendre. Pour se financer, ça pourrait même être intéressant, on va savoir. Pour ce qui est de la modération, là encore, quoi qu'elles en disent, aucune plateforme ne peut garder en ligne des propos illégaux. Des propos qui mènent à la violence. En France, Facebook ou pas, les propos illégaux le restent. Et Parler commence déjà à virer des gens aussi, il faut pas rêver. Quant aux États-Unis, toutes les plateformes, y compris Gab, Parler ou je ne sais qui, vont se prendre la révision de la 230 dans la tête. Donc modération zéro, oui. Écoute, on verra après quelques scandales, quelques meurtres et une pluie de procès. On verra ce que ça donne. Mais le plus intéressant, ce qui pose le plus question, c'est pas juste les nouveaux sites web qui viennent à la place d'autres sites web. C'est des concepts vraiment différents qui transforment le problème. Donc pour le moment, on se pose la question de comment décider quelle vidéo virer, sur quelle base, un site quelconque. Mais et si dans un avenir proche, c'était plus possible du tout ?
si un équivalent de YouTube pouvait vraiment exister sans aucune pub et de manière totalement décentralisée, sans que personne ne puisse unilatéralement décider de virer un élément. Comment ça marcherait ? Bah écoute, ça marche. C'est la promesse de Libri. C'est la promesse de un truc qui s'appelle LBRY et qui se prononce, on va dire Libri. Qui se prononce Library en fait. Library. Ah. Et donc ça a donné un site qui s'appelle Library TV, qui a été construit dessus. Et récemment, ce site a muté en Odyssey. Donc ODYS2E. Donc Library, c'est un réseau de partage de fichiers décentralisés, comme BitTorrent, qui est adossé à une crypto-monnaie comme le Bitcoin, qui s'appelle le LBC. Et le LBC, d'ailleurs, c'est une monnaie proof of stake qui est très proche, mais pas identique à Bitcoin, et qui permet de faire fonctionner l'économie, en fait, du réseau Library. Donc, vous accumulez des tokens, en regardant des vidéos, en s'abonnant à une chaîne, en interagissant, en gros, avec la plateforme. Et les créateurs, eux, ils peuvent faire payer une somme en LBC, ou non, bien sûr, pour leur contenu. Donc, le LBC peut aussi s'acheter, évidemment. Actuellement, $1, c'est environ 40 LBC. Et bon, Library n'est pas un site, attention. Library, c'est un protocole, comme HTTP est un protocole. Donc Library, c'est un protocole open source, donc il peut y avoir plein de réseaux basés sur Library. Ça s'appelle des essaims, d'ailleurs. Et on peut techniquement échanger tout type de données, pas seulement des vidéos. Donc sur Library TV, on partageait déjà des vidéos depuis quelques années en s'appuyant sur Library. Donc Odyssey, c'est la nouvelle version du site. Et elle comporte d'ailleurs toutes les vidéos historiques de Library.tv. Et sur Library TV, ou donc Odyssey, tu peux publier un contenu sur une blockchain library, et puisque la publication sur blockchain est permanente, personne, et pas même ceux qui maintiennent le réseau, ne peuvent éliminer une vidéo. C'est écrit dans les conditions d'utilisation. Mais bon, attention, ça peut pas marcher comme ça en vrai. Simplement parce qu'aucune personne saine d'esprit ne lancerait un réseau sans prendre en compte la possibilité de violation de la propriété intellectuelle. Et rien que les DMCA, la SACEM, etc. te feraient virer du pays plus vite que ça. Donc en fait, si la SACEM, disons, signale une vidéo avec une musique que t'as pas le droit d'avoir, c'est Library Inc. qui reçoit le signalement, parce qu'il y a bien quand même une boîte derrière Library, et c'est elle qui va bloquer la visibilité de l'élément. Mais elle ne peut pas, effectivement, éliminer la vidéo elle-même, ni sa trace d'ailleurs sur la blockchain. Ça veut dire qu'il faut faire une distinction claire quand même entre le protocole Library et les applications et interfaces qui sont utilisées par-dessus. Library ne peut pas être modéré ni censuré par essence, mais les applications qui sont par-dessus peuvent décider ou non de la visibilité des éléments du réseau. Conséquence, Odyssey n'est absolument pas à l'abri d'injonctions à éliminer du contenu considéré comme illégal dans un pays ou un autre. Odyssey choisit de ne pas virer QAnon, choisit de ne pas virer les conspirationnistes, en fait, elle les met même en avant, puisqu'ils sont dans le petit nombre de sections dans le bandeau de gauche. Dans le bandeau de gauche, t'as pas grand-chose, t'as 7 sujets, dont les complots, l'ésotérisme et les cryptos. Les cryptos qui sont elles aussi mal tolérées par YouTube, les crypto-monnaies. Mais bon, si Odyssey peut choisir de courtiser de cette manière les rejetés de YouTube, il n'est pas à l'abri des lois. Ni en France, ni aux États-Unis, il n'est pas à l'abri de la future section 230, pas plus que notre site en réalité. Mais technologiquement, on est quand même dans quelque chose de qualitativement différent des autres sites. Parce que Library, c'est un YouTube en mode mastodon. Et c'est même plus en fait, puisqu'il peut être à la base d'une multitude d'essaims en fait. Il peut y avoir une multitude d'essaims qui sont impossibles à réguler, et où l'information au sens large circule de manière totalement fluide. Donc, qu'est-ce qui se passera quand on n'aura plus de Library Inc. derrière, mais une multitude d'essais anonymes, sans aucun contrôle possible, il restera plus que l'autorégulation des communautés. Mais pour ça, il faut qu'elle soit équilibrée. Odyssey pourrait très bien être un successeur valable à YouTube en réalité, s'il contenait une immense majorité de contenu de qualité. Mais ou en tout cas de contenu inoffensif, quoi. Alors pourquoi les gens qui prospèrent sur YouTube... J'aime ta différence entre inoffensif et de qualité, effectivement. Ouais, sur YouTube, il n'y a pas que du contenu de qualité, forcément, mais il y a du contenu sympa. Tu vois, c'est toujours... Bon, je sais pas, en tous les cas, tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, pourquoi des gens qui prospèrent sur YouTube avec du contenu de qualité iraient côtoyer les Illuminati d'Odyssey? Parce que les Illuminati, c'est le symbole de la section Terrier du Lapin, sous Odyssey. Donc, on est peut-être à un moment charnière, en fait, pour le net. Ou peut-être pas. Je sais pas, en fait. Peut-être que l'avance des GAFAM est indépassable, et que dans 6 mois, tout le monde sera revenu se foutre sur la gueule sur Facebook. En fait, je sais pas, et je sais pas vraiment ce que je préfère. Parce que, qu'est-ce qui se passerait s'il y a une multitude de YouTube? Complètement impossible à réguler de partout. Je sais pas, mais c'est un des futurs possibles actuellement.
Ouais, l'un des problèmes qu'on a, c'est quand même d'essayer de régler. Quand je dis on, c'est pas les individus, c'est le collectif, mais finalement le collectif tend à corriger des problèmes en allant radicalement dans des positions inverses, ce qui évidemment pose d'autres soucis. C'est compliqué de trouver des solutions à nos problèmes structurels aujourd'hui, qui sont pas tant des problèmes tech que des problèmes avec des fondements tech. Je trouve d'ailleurs que cette mise en lumière de Library et de Odyssey est assez intéressante de voir qui utilise l'autre. Et donc tu nous confirmes, hein, Odyssey, si jamais on a des injonctions, elles peuvent être prises en compte par la plateforme. Et donc si jamais le compte, la Oracle, les cartomancies que je vois sur Odyssey, il diffuse des choses un peu chelou, ça peut faire l'objet de remonter quand même. Mais j'ai bien compris la nuance éditoriale en tout cas. Merci beaucoup Guillaume. On va enchaîner avec une rubrique jeux vidéo, les traditionnelles rubriques jeux vidéo des épisodes de Tech Café, mais quand même en nous appuyant sur la désinformation, cette fois-ci contre la Xbox. Guillaume, qu'est-ce qu'elle a fait encore cette Xbox? Mais oui, on parle d'Entox, et voilà probablement la plus scélérate Entox de cette semaine. Parce que oui, figure-toi qu'une horde de trolls verts malodrons à la trogne prognate et aux dents jaunes, ça n'est pris à la pauvre petite console innocente qui vient tout juste de sortir. La haine en ligne n'a plus de limite. Toute humanité a disparu de ceux qui osent s'en prendre à une machine et qui vient à peine de faire son entrée dans le monde. Une débutante qui s'est vue déjà cyberharcelée par des vapoteurs sadiques. Mais bon, qu'est-ce que tu pouvais attendre de gens qui respirent de la fumée goumang toute la journée, franchement. Bon, voilà que sur Twitter, ces monstres soufflent leur fumée doucereuse dans les aérations de la Xbox Series X. Alors bien sûr, la pauvre étouffe, il recrache les fumerolles par le dessus, ainsi que son créateur l'a fait. Alors immédiatement, des calomnies infâmes ont été colportées. La nouvelle Xbox surchaufferait, elle pourrait même prendre feu et vous mettre en danger. Alors que non, la pauvre fait tout pour être silencieuse et se faire oublier. C'est une petite créature timide et réservée, la Xbox Series X. Tous les tests le confirment. Donc Microsoft a dû remettre les pendules à l'heure. Donc non seulement la Xbox ne surchauffe pas à moins de l'emprisonner dans une boîte hermétique, mais en plus, souffler de la vapeur d'eau dans sa console, c'est une mauvaise idée, évidemment. Fake news donc, tout comme celle qui voudrait qu'elle puisse faire léviter des balles de ping-pong. C'est faux aussi. Vu ça. C'est faux aussi. Non, la Xbox ne peut pas lancer des balles de ping-pong avec sa cheminée, elle. Les aspirateurs peuvent. Absolument, c'est très rigolo à faire. T'as vu que 7 Xbox sur 10 de nouvelle génération est associé au Game Pass. J'ai trouvé ce chiffre incroyable, ce qui montre la pertinence de cette offre de services associés à la machine. T'en penses quoi? Ça confirme un sentiment que tu avais, ou est-ce que ça t'a surpris ce chiffre? Bon, pas vraiment en fait. Le PlayStation Plus fonctionne très bien aussi, et c'est vrai que la puissance de l'offre... elle est monstrueuse, c'est déjà, et elle va continuer d'être monstrueuse, enfin, elle va être de plus en plus monstrueuse. Il y a EA qui arrive. Ça m'étonne pas, non, ça m'étonne pas. La PlayStation 5 maintenant, alors elle fait pas l'objet de désinformation comme la Xbox, va savoir. Mais en tout cas, elle aurait un navigateur web caché. Guillaume, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, puisqu'elle a pas de navigateur web officiel. Parce que d'après Hideaki Nishino, je cite, tout le monde s'en fout. Oui, effectivement. Bon, effectivement, elle en a un caché en réalité, puisqu'elle peut lire les pages web. Il suffit d'aller sur le guide utilisateur dans les réglages pour le voir. Mais bon, oui. Désormais, tout le monde a un browser dans sa poche, et effectivement, il considère que c'est pas essentiel d'avoir un navigateur sur la console. Pourtant, c'est pas vrai. Il y a des gens qui utilisent le navigateur de leur console. Voilà. Selon Pornhub, en 2019, la PlayStation représentait 51% de gamers voulant une expérience Pornhub sur grand écran. Donc la Xbox tenait 34% des parts de marché de porno vues sur console. Et surprise, toujours en 2019, 4,3% des connexions à Pornhub sur console venaient de la Wii U. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Et 9% de la PS Vita, pour du porno OLED de poche. Bon, on verra donc si Sony change son fusil d'épaule, vu la force de ses arguments. Quelle idée de lancer du porno sur une Wii U, je te jure. Événement un peu bizarre chez Ubisoft, parce que à ce stade, moi, j'avais pas encore trop compris si c'était un vrai problème de l'ordre d'une attaque terroriste ou si c'était de la désinformation, encore une fois. Mais Ubisoft, le site d'Ubisoft à Montréal a fait l'objet d'événements un peu bizarres, Guillaume. Ouais, la semaine dernière, on a cru une prise d'otage chez Ubisoft, la police aussi, mais c'était un canular, enfin c'est un swatting apparemment. Donc il y a des francophones qui ont appelé la police pour une fausse prise d'otage, avec demande de rançon, et l'appel semblait venir des locaux d'Ubisoft. Donc les flics sont débarqués en armes et en nombre, et c'est pas marrant. Parce que le swatting, ça peut tuer. On se souvient d'Andrew Finch, qui est un jeune gars du Kansas, qui a été tué par la police qui croyait, suite à un appel, qu'il avait tué son père et qui menaçait le reste de sa famille. C'est une pratique complètement débile, qui continue à se pratiquer pourtant plus que jamais. Bon, je comprends qu'on puisse avoir
Tu vois, je prends en compte pour l'avoir mauvaise si on perd ses sauvegardes sur Assassin's Creed Valhalla. Mais quand même. Hein. Donc une enquête est ouverte, bien sûr, pour connaître les auteurs de la blague. Mais le milieu gamer, c'est quand même une vraie possibilité. Alors c'est vrai qu'il y a en plus, il y a un climat assez, vraiment pas croyable, quoi. On se souvient que le mois dernier, des devs de CD Projekt Red avaient reçu des menaces de mort à la suite du report de Cyberpunk. Moi, j'en reviens pas de ce genre de truc. Hein. Les mecs sont en crunch depuis des mois, ils sont à bout de force. Ils se donnent à 110% pour créer le jeu dont tu rêves, et toi, tu vas les menacer. Mais c'est eux qui le font, ton jeu, que tu veux tant. Qui sait qui va le faire si tu les tues? Bon, écoute, moi je suis halluciné. Heureusement, il y a une étude de l'université d'Oxford qui, et c'est une première, conclut une légère corrélation positive entre ton jeu et bien-être, bien-être quoi, en se basant sur des données de télémétrie des éditeurs. C'est la première fois qu'on se base sur des données télémétriques des éditeurs. Et pas du déclaratif. Donc ils ont étudié 2 jeux, le dernier Animal Crossing et le dernier Plants vs Zombies, et je pense vrai que certains devraient faire de grosses cures d'Animal Crossing au calme. Qu'est-ce que c'est agréable, Animal Crossing, 10 minutes par jour. Franchement, ça me fait énormément de bien. Je pense qu'il y en a d'autres qui font de la méditation. C'est un peu ma méditation à moi, Guillaume. On va passer à la rubrique en vrac. Alors, juste avant d'attaquer les news en vrac qu'on avait en vrac et pas en brac. C'est souvent que je le fais celui-ci, en vrac, comme Guillaume Vendée, qu'on avait prévu dans cet épisode, que tu avais listé, Guillaume. Je vois un tweet, là, qui a été envoyé il y a pas très longtemps, de Paul Hudson, qui est quelqu'un qui fait de la pédagogie autour du développement sur iOS, qui a mis en ligne une vidéo sur Twitter. Alors, je t'explique rapidement. Il montre la décompression de Xcode, l'installation, donc le SDK Apple dans sa dernière version en bêta, donc qui le dézip en 5 minutes sur un Mac avec un processeur M1 contre 13 minutes sur un Intel i9, le i9 a 64 Go de RAM et le M1 16 Go de RAM. Je suis pas certain que la RAM puisse beaucoup aider dans ces proportions-là dans un cas ou dans l'autre, mais surtout il y a les copains de chez Apple Différemment, donc Matt, Audrey Coulot, qui font leur podcast, donc Apple Différemment, qui est dédié sur Apple, qui ont écrit ce tweet, ils ont partagé, ils disent: il nous faut l'aide de Guillaume Poggiaspala de Tech Café Podcast et une analogie animalière pour comprendre. Il y a le petit emoji de la pomme, du castor, et donc tu es mentionné. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses en intro sur le sujet. Je sais pas si cette démonstration de 5 minutes de dézip avec un M1 versus 13 minutes de dézip avec un 8 core i9 t'inspire, Guillaume? Bah écoute, je sais pas exactement. Pour décompresser, je sais pas la décompression zip, je sais pas si elle scale bien sur tous les cœurs du i9. Il est pas clair que ça utilise tous les cœurs à fond. Je sais pas exactement en fait. Il faudrait que je regarde. Mais bon. On creusera peut-être pour le prochain épisode. En attendant, on a nos vraies news en vrac. Le petit Sam fini est exclu par ses petits camarades, Guillaume. Bah oui, parce que dans une relative discrétion, vient de se former la plus grande zone de libre-échange du monde, regroupant un tiers de la production mondiale et un bon tiers des habitants de la planète, c'est le RCEP. Le RCEP, c'est Regional Comprehensive Economic Partnership. Et ça regroupe... T'es fort en acronyme. Bon. Ah bah oui, mais c'est parce que j'en sors beaucoup, alors tu sais, faut que je m'entraîne. Et donc le RCEP, ça regroupe l'ASEAN, ASEAN c'est ASEAN, bon, je sais plus ce que ça veut dire honnêtement, mais bon, ça regroupe l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Laos, Vietnam, Birmanie, Cambodge. Donc c'est un groupement voilà, c'est un marché commun quelque part. Enfin, voilà, et donc là, le RCEP va donc regrouper ces pays-là, plus la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est massif, hein. Tu remarques un truc, c'est qu'il n'y a pas les États-Unis. Voilà. Bizarre, hein. Curieux par les temps qui courent. Il concerne un petit peu tout, hein, ce traité, sauf l'agriculture et une partie des services. Et c'est une requête de l'ASEAN, en fait, qui est pas de la Chine, étrangement, qui voulait dynamiser les échanges de cette partie du monde. Ça fait 8 ans que c'est sur la table, et l'Inde a décidé de quitter les négos, d'ailleurs, hein, au cours du truc, en 2019. En fait, avant, il y avait le TPP d'Obama, un accord de partenariat transpacifique aussi, qui excluait la Chine, par contre, mais qui incluait les États-Unis, évidemment. L'administration Trump s'en est retirée, ben voilà. Donc désormais, cette partie du monde continue de faire évoluer les règles du commerce mondial, et puis ce sont les Américains, hein, qui sont voilà, empêtrés dans leurs propres contradictions, hein, donc voilà, et qui laissent du coup peut-être la Chine en position de leader. On ne sait pas, on verra bien ce que pourra faire Biden à ce niveau-là. De toute façon, l'histoire s'écrit avec ou sans les Américains.
Absolument. Et pour les technologies chinoises, elles continuent à s'écrire sous nos yeux. Alors, tu as déjà passé beaucoup de temps à essayer d'analyser ce qui se passerait pour TikTok à l'aune des décisions du gouvernement Trump. Tu voulais faire un petit point d'actu sur le sujet? C'est osé. Oui, micro-tunnel Chine et États-Unis, tout ça. Donc TikTok, qu'est-ce qui se passe? Il se passe strictement rien, puisque la deadline du 12 novembre est passée et il ne s'est rien passé, on entendait les cigales en arrière-plan. Donc finalement, le département américain du commerce a envoyé un communiqué et en fait, l'embargo contre TikTok n'entrera pas en vigueur en attendant de nouveaux développements juridiques. Oui, parce qu'en fait, il y a une injonction préliminaire qui émise par un juge à Philadelphie qui cherche à savoir si les auteurs américaines en fait ont le droit de punir TikTok. Parce qu'en fait, ils voulaient le punir, mais on ne sait pas s'ils ont le droit. Donc, il se passe strictement que dalle. Je suppose que toute cette histoire foireuse d'acquisition par je sais pas qui, je sais pas comment, ça va complètement tomber à l'eau, mais bon, bref. Voilà, donc OSEF. On aura pu parler doucement et sûrement, effectivement. OSEF. Et donc, si on continue un petit peu là-dessus, les États-Unis donc donnent à Qualcomm une licence pour donc livrer des puces chez Huawei. Donc en fait, ça y est, Huawei a de nouveaux fournisseurs de puces. Alors par contre, c'est probablement pas des puces 5G, ce sont des puces 4G, mais bon, ça peut quand même servir à plein de choses, hein, des puces même sans 5G. Et donc c'est probablement un soulagement pour Huawei. Alors il faut savoir aussi que malheureusement, Huawei est quand même un petit peu dans la panade, puisqu'ils vont avoir à vendre Honor, et à vendre leur marque Honor, qui est une marque qui, donc c'est une marque milieu entrée de gamme, on va dire, hein, tout le monde connaît, je suppose, Honor, puisqu'ils vendent quand même environ 70 millions de téléphones par an, donc c'est quand même un gros morceau, Honor, et donc il pourrait être vendu, on ne sait pas pour combien, mais ça pourrait aller chercher dans les 15 milliards. Et on ne sait pas non plus exactement à qui, mais ça pourrait être acquéri par Shenzhen Shinshin New Information Technology Co. Limited. Ah, t'es moins bon là sur le coup. Désolé, ouais, mais tu vois, voilà, c'est ça. Il faut que je m'entraîne, hein, parce que ça va changer. Hein, les lignes bougent, Absolument. Donc voilà, donc effectivement, Huawei va peut-être vendre sa ligne Honor, disons, pour récupérer un petit peu de cash. Bon, voilà. Tout ça continue, on vous tiendra au courant. Ça pourrait évoluer positivement dans les prochains mois quand même. Ça bouge aussi au niveau des lignes des GAFAM, ou en tout cas des grandes entreprises un peu emblématiques. Les repères d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, Guillaume. Oui, alors, tu sais qu'Apple donc, a un léger problème de position dominante en ce moment. Enfin, en tout cas, on l'accuse d'être en position dominante. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu une news passer où, en gros, il pourrait devenir Microsoft des années 90, c'est-à-dire suggérer des alternatives à ses propres solutions dans les aux utilisateurs d'iPhone dans les prochaines versions de son système d'exploitation. Voilà. Donc au lieu de ne proposer que ses propres trucs, il pourrait proposer vous voulez utiliser ma solution qui est trop super géniale ou une autre solution qui est bien aussi. Voilà. Donc, mais effectivement, ça me rappelle évidemment ce fameux choix du navigateur qu'on avait eu pour Microsoft. Donc voilà, c'est amusant, Apple est devenu le nouveau Microsoft, hein, alors que Microsoft, lui, devient un petit peu le nouveau, je sais pas, Google, hein, puisqu'il est tourné vers l'open source et tout ça. Je sais pas, Google devient le nouveau Facebook, hein, puisque c'est un grand méchant qui traque vos données aussi. Et donc Facebook, c'est quoi, je sais pas, le nouveau TF1, un truc comme ça. Ou alors c'est YouTube, le nouveau TF1, je sais pas, en tout cas, YouTube est certainement pas le nouvel Arte, quoi. Non, pas encore. Il faudra qu'il bosse encore un petit peu. Ou alors c'est noyé dans beaucoup d'autres choses. Dernière chose, Guillaume, je voulais faire une petite mention pour les achats de Noël qui arrivent. Surtout pour la liste de la honte. Alors moi j'ai découvert, mais a priori c'est une initiative de la Fondation Mozilla qu'ils font tous les ans, où ils listent toute une série de produits et ils indiquent, alors sur ces produits, si jamais eux ils recommandent d'acheter ou si jamais il y a des produits qu'ils classent dans la liste de la honte, où en gros la vie privée n'est pas incluse. Il y a plusieurs produits qui sont classés dans cette liste noire. Je peux en citer quelques-uns rapidement, hein. Il y a l'espèce de je sais pas comment on l'appelle, le Dyson Pure Cool, donc le purifieur d'air. Il y a les lecteurs, les e-readers Kobo. Il y a les montres Huawei Smartwatch ES, mais tu as aussi des interfaces de domotique, de serrures connectées, en particulier les Ring. En fait, tout le catalogue Amazon
Amazon en fait partie, à part les Kindle, ce qui est assez rigolo. Et je trouvais juste ça, alors d'une part intéressant comme initiative à la fois de sensibilisation, mais aussi de communication de la part de la Fondation Nausea de faire ça. Après, je trouve que ça a vite ses limites aussi, parce que quand on clique sur certains objets, en fait, on se rend compte qu'ils sont un peu vexés. C'est-à-dire qu'ils ont contacté les constructeurs et ils ont juste pas répondu à leurs questions. Et comme ils ont pas répondu à nos questions, on va les classer dans les trucs douteux. Bon, je trouve que le truc est un peu facile. Il n'empêche que l'initiative est intéressante et que je trouve que ça mérite d'aller au moins consulter quelques produits pour voir comment c'est classé. Est-ce que tu connaissais, toi, Guillaume ? Oui, j'avais déjà vu la liste. Oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'ils la font. Ce qui m'a beaucoup fait amuser, c'est que dans les trucs very creepy, il y a l'Oculus Quest 2. Oui, effectivement. J'ai pas regardé pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut un compte Facebook. Tout simplement. C'est donc bel et bien ça. Bon, oui. Merci Guillaume. Bon, allez regarder la liste de la honte et dites-nous quel est votre produit favori ou produit que vous détestez le plus dans cette liste en commentaire sur techcafé.fr ou sur les réseaux sociaux, en particulier peut-être sur Twitter. C'est probablement le réseau social qui est le plus en affinité avec Tech Café. Si vous avez apprécié cette émission, si jamais elle vous plaît, elle vous divertit, si jamais ça vous manquerait si elle n'était pas là, si jamais ça vous a fait sourire ou même peut-être si on vous a aidé à vous endormir, ça peut arriver, il y en a qui s'endorment avec Tech Café. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé, à la communauté à laquelle vous pouvez contribuer, sur laquelle vous pouvez financer notre travail derrière le podcast. Guillaume, si de ton côté on souhaite te joindre individuellement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume ? Bon, écoute, dans les commentaires de l'émission, probablement un peu sur Telegram, mais très très peu, parce que vraiment je suis pas très au fait, enfin je suis pas très présent, je le reconnais. Je suis ta présence fantôme, je suis ta vigie et je te relais comme ça les mentions qu'on nous fait pour apporter ça à ton expertise. Merci Guillaume, pour ma part c'est facile, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre fidélité, merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux à nous écouter semaine après semaine. On se dit rendez-vous du coup dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.